Bienvenue pour une nouvelle après-midi de débat. Comme vous le savez, la France a accueilli un certain nombre de sommets internationaux et l'actualité internationale en 2025 a été très, très chargée. Sommet pour l'intelligence artificielle, conférence des Nations Unies pour l'océan à Nice. En 2026, la France assumera la présidence du G7. C'est pour ça que nous avons souhaité vous parler aujourd'hui des priorités politiques françaises par rapport à la présidence du G7 face aux grands déséquilibres mondiaux. Nous avons la chance de pouvoir faire ceci avec vous et d'en débattre avec vous avec un grand ambassadeur de France, Emmanuel Bonne, spécialiste du Moyen-Orient, qui a été ambassadeur de France au Liban de 2015 à 2017 et qui a été conseiller diplomatique du président François Hollande et conseiller diplomatique du président de la République depuis le début du premier mandat. Je vous demande d'accueillir Emmanuel Bonne, s'il vous plaît. Comme vous avez pu le voir si vous nous suivez depuis hier matin et si vous avez suivi les débats ce matin, dans la vie d'un diplomate, il y a plein de chapitres. On peut travailler au sein du Quai d'Orsay, au siège, en ambassade, mais aussi au sein des opérateurs, dans le secteur privé et au sein de différentes institutions, y compris multilatérales. Eh bien, je vous demande d'accueillir Tristan Aureau qui va interroger Emmanuel Bonne et donner la réplique, qui a justement commencé sa carrière au Conseil d'État. Ensuite, il a été conseiller diplomatique de Michel Barnier lors des négociations sur le Brexit à la Commission européenne, puis conseiller du président du Conseil européen, Charles Michel. Et désormais, après un passage en cabinet ministériel, puisqu'il a été directeur de cabinet de Jean-Noël Barrot, il a rejoint le Quai d'Orsay dans un service très particulier qui est un peu le think tank interne du Quai d'Orsay, qui permet justement un enrichissement intellectuel entre le monde académique et le monde diplomatique, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie dont il est le directeur. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Tristan Aureau. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi pour cette table ronde qui, comme ça vient d'être indiqué, va porter sur la présidence française du G7 en 2026 face aux grands déséquilibres mondiaux. Et pour aborder cette question, j'ai le plaisir de pouvoir poser des questions à Emmanuel Bonne, qui est la personne la mieux placée pour nous parler de cette présidence, puisque Emmanuel Bonne est, comme ça a été indiqué, conseiller diplomatique du président de la République, et à ce titre, ce qu'on appelle Sherpa du président de la République, qui est un mot un peu mystérieux sur lequel on reviendra, mais qui consiste à jouer ce rôle de préparation des sommets internationaux, au rang desquels figure le G7, ce qui a conduit Emmanuel Bonne depuis 2019 à préparer et à accompagner le président de la République dans de nombreux sommets du G7 et à être au premier plan aujourd'hui de la préparation de cette échéance très importante pour 2026. Nous parlons aujourd'hui, 50 ans après la création du G7, puisque le premier sommet du G7 a eu lieu en 1975 au château de Rambouillet, à l'initiative du président de la République d'alors, Valéry Giscard d'Estaing. Et je pense que pour commencer cette conversation, il peut être utile de revenir sur cette genèse du G7 et surtout, au fil des 50 années qui se sont déroulées depuis, la manière dont ont évolué les grands équilibres du monde et dans quelle nouvelle donne, dans quel nouveau monde s'inscrit cette présidence du G7 que la France présidera en 2026. Emmanuel Bonne, je vous cède la parole pour nous rappeler cette genèse pour commencer notre conversation. Merci Tristan de cette introduction et merci surtout à vous tous d'être là. C'est à la fois très impressionnant et aussi très motivant dans un moment où, au fond, on a tendance à se replier sur nos préoccupations nationales, sur nos problèmes. Ici, il est très impressionnant de voir que vous êtes si nombreux aujourd'hui qui vous intéressez aux choses de la politique étrangère. Et au fond, la politique étrangère, c'est d'abord de la politique, donc c'est d'abord quelque chose qui nous concerne tous, quelque chose à quoi nous devons tous contribuer.
Et je suis heureux aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous sur ces priorités du G7 d'Évian en juin prochain, les 15 et 16 juin prochains, parce que nous aurons à jouer lors de ce G7 des choses qui seront, je crois, très importantes pour l'avenir de notre pays, l'avenir de notre Europe. Et puis, nous aurons ainsi l'occasion aussi de voir, de vérifier ce que nous pouvons encore apporter à la conversation internationale, comment nous pouvons peser sur les grands choix que nous devons faire aujourd'hui. Comme le disait Tristan, le G7, c'est une invention française. Le premier G7 a eu lieu en 1975 au château de Rambouillet, pas très loin d'ici, dans les Yvelines. Et ce G7 était un moment de concertation, dans un moment qui était de crise. C'était la crise du premier choc pétrolier de 1975. Et c'était l'occasion pour les dirigeants des 7 premières économies mondiales, 6 en réalité, puisque le Canada n'a rejoint le club qu'en 1976, de s'entendre sur l'essentiel, c'est-à-dire la modération des prix de l'énergie, la concertation de leur politique monétaire. Et aussi, c'était l'occasion de poser quelques principes. C'est-à-dire principe de la solidarité internationale, principe de l'adhésion aux valeurs démocratiques, principe de l'économie libérale et de la nécessité, au fond, que les règles du jeu de l'économie libérale puissent se diffuser au monde de telle manière que tout le monde puisse grandir ensemble. Ce schéma, il a évolué nécessairement au fil de l'histoire. Il y a eu les années 90, la volonté, l'ambition que la Russie, pays considérable à la chute de l'URSS, rejoigne le club et qu'ainsi nous consolidions ce modèle de démocratie et de croissance libérale. C'était le moment de la mondialisation, celui des années 90. Ce schéma, au fond, s'est étiolé au fur et à mesure des années 2000, au fur et à mesure que la mondialisation s'est accélérée, que de nouveaux acteurs sont entrés en scène, jusqu'à la crise financière de 2008 et à la nécessité constatée à ce moment-là qu'au fond, être 7 dans la salle ne suffisait plus et que le G7 qui avait vocation à partager des valeurs, à partager des objectifs, à partager des politiques, à donner le là dans la vie économique internationale n'était plus assez fort pour le faire. Et donc en 2008, on a créé encore autre chose qui s'appelle encore le G20 et qui rassemble toujours les 20 premières économies mondiales. Et aujourd'hui, nous en sommes là, dans un monde où le G7, alors qu'il pesait peut-être 60% du PIB, du produit intérieur brut mondial en 1975, aujourd'hui représente probablement quelque chose comme 35% du produit intérieur brut mondial, alors que d'autres formats qui sont beaucoup plus politiques, comme par exemple celui des BRICS, c'est-à-dire ce format qui regroupe à la fois le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, de grands pays du Sud que l'on dit maintenant global, s'organisent et représentent eux-mêmes à peu près la même part de l'économie mondiale, peut-être même davantage, mais en tout cas en termes de population représentent bien davantage. Le BRICS au sens large du terme aujourd'hui pèse à peu près la moitié de la population mondiale quand le G7 ne pèse que 10%. Et donc c'est dans ce moment très délicat de fragmentation internationale où la mondialisation d'une certaine façon a produit tous ces effets, des effets très positifs en sortant des centaines de millions de personnes de la pauvreté, en permettant de partager les technologies, les techniques, les savoir-faire, en accélérant l'intérêt, notre capacité de définir un intérêt global. Mais cette mondialisation, elle a aussi fragilisé un certain nombre d'équilibres et elle a aussi produit un certain nombre de revendications très fortes dans l'ordre international. L'ordre international d'aujourd'hui, il est contesté. C'est un ordre international qui, au fond, fait la part belle à des pays occidentaux, à notre pays aussi, aux Européens, etc., qui continuent d'exercer ou de jouer leur rôle sur la base d'un modèle qui est celui, au fond, de l'après-Seconde Guerre mondiale. Dans le même temps, des pays que l'on a longtemps dit émergents, finalement, ont émergé.
Et c'est avec ces pays-là, aujourd'hui, qu'il faut arriver à restructurer la conversation internationale, l'ordre mondial, pour que, au fond, les objectifs initiaux du G7 continuent d'être atteints et que nous ayons l'autorité nécessaire pour préserver l'ordre international. Donc notre G7 d'Évian, eh bien, ce sera un moment où nous essaierons, parce que nous avons beaucoup d'ambition, parce qu'il est très français d'avoir de l'ambition sur la scène internationale, nous voudrons, au fond, travailler sur la question des déséquilibres mondiaux. Ces déséquilibres, en termes économiques et politiques, ils sont de 3 ordres. Le premier, si vous prenez les grandes forces économiques du monde d'aujourd'hui, c'est la Chine, pays considérable, première économie mondiale, ou presque, mais en tout cas pays qui produit trop, d'une certaine façon, qui produit beaucoup pour l'exportation, qui épargne trop et qui ne consomme pas assez, créant ainsi de la pression sur les économies tierces, y compris les nôtres en Europe. Tout simplement, vous pouvez le constater avec le cas des voitures électriques, le marché chinois aujourd'hui n'est pas capable d'absorber la production de véhicules électriques chinois. Si on laisse faire les choses tendanciellement, évidemment, ces voitures électriques devront trouver des débouchés ailleurs, notamment en Europe. Si elles les trouvent en Europe, ça veut dire que les constructeurs automobiles européens eh bien, devront faire face à une concurrence chinoise accrue et donc devront vivre avec une pression supplémentaire sur des centaines de milliers d'emplois. C'est un déséquilibre. Le deuxième déséquilibre qui est grave aujourd'hui, c'est celui que créent les Américains. Les Américains consomment trop, à l'inverse des Chinois, c'est-à-dire ils recourent massivement au crédit international et donc en recourant à l'épargne internationale, finalement, ils privent d'autres économies de l'usage de cette même épargne pour leurs propres investissements. Donc les États-Unis, consomment trop et 2, ne produisent relativement pas assez. Et puis il y a un troisième grand acteur, c'est l'Europe, c'est nous. Alors nous, c'est encore un peu différent. Nous ne produisons pas assez, nous ne consommons pas assez, mais surtout, nous n'investissons pas assez. Et notre G7, l'année prochaine, donc, aura pour vocation de nous redonner des objectifs communs de telle manière que les grandes économies mondiales puissent continuer de croître ensemble. Comment ? D'abord, en se donnant la capacité de mieux utiliser l'épargne mondiale. Mieux l'utiliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se donner des normes et des standards communs, c'est-à-dire de pouvoir croître de manière soutenable dans le respect d'un certain nombre d'objectifs, de normes et de standards. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, où au fond, nous essayons de produire de la richesse en respectant très simplement des critères de neutralité carbone, de responsabilité sociale, de solidarité internationale, mais vous avez d'autres pays qui prennent des raccourcis, donc ils ne se préoccupent pas ni de réduire leurs émissions, ni d'empêcher, par exemple, que les enfants travaillent, etc., etc. Donc il faut recréer ce que, techniquement, les Sherpas, on va parler d'eux dans un moment, appellent le level playing field, c'est-à-dire la base commune sur laquelle tout le monde peut opérer. Et c'est à cette condition-là que l'on peut, en effet, se redonner un cadre pour partager la richesse, croître ensemble et le faire selon des modalités auxquelles tout le monde peut adhérer. Est-ce que c'est réaliste? On le vérifiera l'an prochain. On a vérifié l'an dernier que c'était très difficile pour plusieurs raisons, parce que le G7 est divisé, et il l'est d'autant plus que, ça ne vous a pas échappé, l'administration américaine aujourd'hui joue selon des règles qu'elle se fixe à elle-même et qu'elle impose aux autres sans tellement de concertation, et parce qu'au fond, comme je vous le disais précédemment, le monde a changé. Donc plus personne tellement hors G7 se sent obligé de jouer selon les règles du jeu du G7. Est-ce que nous aurons la capacité d'intéresser les grandes économies du Sud à travailler avec nous dans le cadre du G7 à la redéfinition de cet ordre mondial? C'est notre grand défi pour l'année prochaine et c'est un défi auquel chacun doit contribuer. Parce que, encore une fois, les règles communes doivent être définies en commun. Parce que pour réussir un G7, nous n'avons pas seulement besoin de mettre des chefs d'État autour de la table, nous avons aussi besoin de produire
des effets dans la réalité. Et donc nous avons besoin de démontrer que nous sommes sérieux quand nous parlons de solidarité ou que nous parlons de règles du jeu. Merci Emmanuel. Et à ce propos, puisqu'on parle aujourd'hui de la fabrique de la diplomatie, c'est très intéressant de voir qu'en 1975, l'idée du président Giscard d'Estaing était d'avoir une conversation au niveau des chefs d'État et de gouvernement, selon la formule consacrée, une espèce de causerie au coin du feu, qui a été aussi l'idée qui était derrière la création du Conseil européen dans les mêmes années. Et à l'époque, c'était les chefs d'État qui se réunissaient à Rambouillet pour discuter directement des grands enjeux contemporains. Au fil des années, le G7 est devenu une machine plus importante qui a impliqué un certain nombre de personnes, les ministres des Affaires étrangères et les Sherpas dont on va parler maintenant, parce que je pense que ce qui est difficile pour beaucoup de monde, c'est de comprendre, au-delà des images qu'on peut voir de ce qu'est un G7, avec la fameuse photo de famille où on voit les 7 leaders qui viennent de parler ensemble, tout ce qu'il peut y avoir derrière, tout ce travail de fabrique du consensus, cette fabrique de règles. Et là-dessus, je pense que compte tenu de votre rôle, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous montrer comment tout ceci se prépare? Quels sont les liens avec les autres Sherpas? Quel est le rôle d'un Sherpa dans cette fabrique? Je pense que ce mot-là mérite un peu d'explication pour les personnes qui sont ici, parce que je pense qu'on touche là vraiment à ce que c'est la construction d'un G7, et c'est un effort diplomatique considérable qui implique énormément de monde. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce que c'est que le rôle d'un Sherpa dans cet effort? Alors le Sherpa est exactement ce que le mot signifie, c'est un Sherpa, c'est un alpiniste, donc c'est quelqu'un qui porte les dossiers, qui porte le sac du leader et qui l'accompagne jusqu'au sommet. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sherpa est celui qui organise les travaux au niveau technique pour le compte des chefs d'État et de gouvernement. C'est celui qui met sur la table les grandes idées, je viens de vous les exposer. Nous avons la grande ambition de corriger les déséquilibres mondiaux sur la base que je vous ai donnée, mais une fois que j'aurais dit ça à mes collègues, je leur ai déjà dit, ils me diront, mais comment on va faire ça? Et ils me diront, mais est-ce que tu as bien les moyens de faire ça? Et donc, il me reviendra de leur dire, au fond, quel est le chemin, quelle est la trace, pour reprendre, disons, des mots de l'alpinisme, nous pouvons suivre pour atteindre cet objectif. Pour le faire, qu'est-ce que nous ferons? Nous ferons ce que l'on fait chacun dans la vie, c'est que nous rencontrerons les gens avec qui nous devons atteindre l'objectif. Nous essaierons de créer du consensus et de nous donner des objectifs mesurables, atteignables, et qui à chaque étape permettent d'allonger la cordée, si je puis dire, donc d'embarquer davantage de monde. Je vous parlais du sommet d'Évian et je vous disais la nécessité d'avoir la Chine, par exemple, pour parler des déséquilibres mondiaux. Est-ce que la Chine d'aujourd'hui est prête à participer au G7? En 2003, lorsque le président Chirac avait déjà organisé le G7 à Évian, le président chinois était venu. Aujourd'hui, la Chine n'est plus nécessairement intéressée à travailler avec le G7. Pourquoi? Parce qu'elle est plus forte, parce qu'elle a elle-même la possibilité de fixer des règles du jeu, parce qu'elle-même opère dans le cadre du G20, dans le cadre des BRICS, veut fixer les règles du jeu. Et donc nous, notre enjeu, ce sera non seulement, comme Sherpa, de préparer le sommet, mais d'aller trouver les autres et de les intéresser à ce que nous voulons faire, de leur démontrer que nous ne sommes pas un club d'avant, un club des années 70 qui essaye de continuer de diriger le monde, mais que nous sommes un cercle qui a vocation à s'élargir pour créer, au fond, du consensus et permettre à tout le monde de s'élever ensemble pour en finir avec l'alpinisme. Et vous l'avez dit, vous avez utilisé le mot de fragmentation. Vous avez parlé de l'administration américaine, qui est évidemment la question que tout le monde se pose aujourd'hui au regard de la manière dont elle se comporte d'un point de vue commercial, envers ses alliés, envers les organisations multilatérales, envers tous les partenariats qu'elle avait pu tisser. Ça, c'est pour les États-Unis. Pour la Chine, on a tous vu dans cette salle les images des derniers jours à travers l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a conduit le président Xi à accueillir un certain nombre de partenaires très proches de la Chine. On voit donc une République populaire de Chine qui cherche à agréger un certain nombre de partenaires autour d'elle hors du G7. Et vous avez mentionné les BRICS. Or, en 2026, on aura
une présidence américaine du G20, une présidence indienne des BRICS et donc une présidence française du G7. Et à cet égard, je voulais simplement revenir, vous avez mentionné la Chine, mais sur la manière dont le G7, au fil des années, a pu s'élargir en accueillant en son sein, dans son réunion, dans sa préparation, d'autres États que le G7, ce qui est quelque chose qui n'est peut-être pas toujours perçu, mais en réalité, un G7, le G7 de Biarritz notamment, c'est aussi interagir avec beaucoup d'autres acteurs. Et je pense que c'est une dimension importante sur laquelle j'étais curieux de vous interroger pour voir cette articulation avec d'autres forums internationaux qui se dérouleront en 2026. Oui, c'est tout à fait juste. Et c'est cette réalité-là, des sommets internationaux, des mises en scène qui rassemblent des pays selon leurs affinités, témoignent de cette réalité de la fragmentation du monde et au fond de la compétition exacerbée des puissances aujourd'hui. Nous sommes dans un moment où il faut mesurer nos forces. Mais dans un moment comme celui-ci, le risque évidemment est d'aggraver les tensions, d'aggraver la fragmentation du monde. Notre objectif à nous est inverse. C'est vrai sur le plan économique, on s'en disait un mot, mais comme vous le suggériez, il est vrai que le G7 est aussi un club politique. C'est un club qui se définissait dès 1975 comme un club de démocratie libérale. Ces valeurs des démocraties libérales elles-mêmes sont contestées. Elles le sont pour toutes sortes de raisons, non pas seulement parce que nous sommes gentils et que les autres sont méchants, mais parce que nous ne sommes pas toujours, nous qui prétendons être des démocraties libérales, capables de démontrer notre plus-value aux yeux du monde. Et donc, il y a une nécessité pour nous, comme Français, compte tenu des forces de notre pays, des nécessités de l'Europe aujourd'hui, de, objectiver ce que veut dire la coopération internationale, ce que veut dire la conversation multilatérale, la capacité que nous avons de recréer des normes communes. Comment nous pouvons le faire? D'abord en démontrant que nous sommes capables d'opérer sur une base qui n'est pas celle du double standard. C'est vrai en matière économique, mais c'est encore plus vrai sans doute en matière politique. On l'a vu au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Pour faire très simple, et on pourra en reparler, mais l'opinion du Sud, quelque part, est que l'Ukraine est la cause du Nord, ou la cause de l'Occident, et que la Palestine est la cause du Sud, ou en tout cas pas celle du Nord. Notre démonstration, la démonstration qu'il nous faut faire, nous, Français, c'est que nous sommes capables de refuser le double standard, d'opérer sur une base qui est en effet celle de nos valeurs, d'un intérêt commun et surtout, encore une fois, de paramètres, de références qui sont communes à tous. Et c'est ce qui d'ailleurs justifie aujourd'hui le discours très clair du président à la fois sur l'Ukraine et sur la Palestine. Et avant qu'on ouvre la possibilité à l'auditoire de poser des questions, justement, j'aimerais revenir sur ce point. Vous avez mentionné l'Ukraine et la question palestinienne. Le G7 était originellement une enceinte essentiellement focalisée sur les questions économiques, sur les questions monétaires, on l'a dit, c'était au moment de la crise pétrolière dans les années 70, mais c'est aussi une enceinte fondamentalement politique. Et face aux grandes crises actuelles, l'Ukraine et la Palestine, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la manière dont le G7 aborde ces questions-là au-delà des seules questions économiques? Alors le G7, par définition, donc ce sont 7 membres. Il faut y ajouter l'Union européenne qui est invitée permanente d'une certaine façon depuis 1981 et qui aujourd'hui est représentée à la fois à travers le président du Conseil européen, le président de la Commission. Mais pour les raisons que je vous donnais précédemment, être 7 pour donner le ton, ça n'est plus suffisant. Donc nous avons besoin d'inviter des partenaires importants. Traditionnellement, les présidences du G7 réservent une partie des débats aux dirigeants des 7 et invitent in fine un cercle plus large de dirigeants. Nous ne ferons pas la même chose. À Biarritz, en 2019, lorsque nous avions déjà présidé un G7, nous avions fait attention, dès le début de notre présidence, à associer à nos travaux tous les pays qui pouvaient jouer un rôle pour nous aider à atteindre nos objectifs. Donc nous avions
l'Inde, par exemple, nous avions l'Afrique du Sud et bien d'autres. Ce que nous essaierons de faire à nouveau cette année, c'est, comme je vous le disais, avec la Chine, mais d'autres aussi, l'Inde et certains des grands BRICS, au fond, de les intéresser à notre conversation sur la résorption des déséquilibres mondiaux dès le mois de janvier. Donc ça, ce sera le travail des Sherpas. Puis après, on s'adaptera pour voir comment on peut faire les choses. Mais nous voulons faire les choses sur le fond, et donc nous voulons éviter que le G7 soit simplement une photo de famille. Je crois qu'il y a tellement de photos aujourd'hui que la valeur des photos de famille du G7 n'est plus la même qu'à l'époque où on voyait Valéry Giscard d'Estaing dans la piscine d'un hôtel aux Antilles avec Gerald Ford, ou la photo d'Angela Merkel avec Barack Obama lors du G7 allemand il y a quelques années, etc. On ne peut plus parier seulement sur ça. Nous parions sur notre capacité à inclure les autres dans la conversation et à démontrer des résultats. Alors, il y a le G7 pour le faire, et puis il y a tous les événements qu'on peut imaginer en amont et en aval. Nous avions, par exemple, organisé au début de cette année un sommet sur l'intelligence artificielle, dont les résultats pourront être versés aux travaux du G7, qui aura une suite en Inde au mois de février. Nous avons élaboré ce que l'on appelle un pacte de Paris pour les peuples et la planète, dont la vocation essentielle est de démontrer que nous avons un intérêt commun entre le Nord et le Sud à respecter certaines normes essentielles, climat, environnement, social, etc., et à nous donner de nouveaux moyens financiers pour croître ensemble. Tout cela fera partie de nos travaux, et on sera d'autant plus utile que l'on sera capable de démultiplier nos travaux dans d'autres formats que ceux du G7. Et peut-être une dernière question avant les questions de la salle. Vous avez vécu à Kananaskis en juin dernier un premier sommet du G7 avec la nouvelle administration américaine. Et donc, j'étais curieux de vous poser la question, vous qui étiez à la fois dans la préparation et au sommet lui-même, sur les enseignements que vous tirez de ce G7 canadien, auquel succédera la présidence française du G7 en 2026, et les enseignements que vous en tirez pour aborder ça de la meilleure manière, et savoir aussi comment ça s'était passé en juin dernier à Kananaskis, et ce que vous en retiriez. Si vous me le permettez, je partirai même d'un peu plus loin, du G7 de Biarritz. Et je partage ici peut-être trop largement une anecdote, mais je compte sur votre discrétion. On est nombreux quand même pour ça, mais je vais le faire quand même. Ça ne sortira pas de cette salle. En 2019, le président Trump n'avait pas envie de venir au G7. Il avait sans doute d'autres préoccupations, d'autres priorités, etc. 2 jours avant le G7, nous n'étions pas sûrs que le président Trump viendrait. Tout s'est joué dans un appel tardif entre le président de la République et le président Trump. Et le président Trump, au fond, a accepté de venir à Biarritz parce que le président lui avait rappelé à quel point il avait aimé le défilé du 14 juillet à Paris, à quel point il avait aimé aller à la Tour Eiffel pour un dîner des couples présidentiels. Et donc, il a parié sur le bon moment qu'il pourrait passer à Biarritz. À Biarritz, en attendant le président Trump, nous étions un peu anxieux parce que on craignait qu'il arrive de mauvaise humeur. Et on se disait, si Trump est de mauvaise humeur, alors on va passer 2 jours de conversation un peu compliquées. Le président de la République était en train de donner une interview à TF1 quand on a appris que l'avion de Trump se posait. Et donc, on a fait signe au président qu'il fallait abréger, etc., parce que Trump arrivait. Donc, voilà. Et le président s'est dépêché de revenir à l'hôtel. Il est arrivé 1 minute avant l'arrivée de Trump, qui, plutôt que de s'engouffrer dans sa suite, a été accueilli par le président, qui lui a dit « Mais écoute, je suis très content de te voir là, on va déjeuner, on va passer du temps ». Et ils ont passé 4 heures à la terrasse de l'hôtel du Palais, à Biarritz. Trump a parlé de 1000 choses, le président l'a beaucoup écouté, etc. Et ça s'est parfaitement bien passé. La leçon, c'est quoi? C'est qu'un G7 réussi, c'est en fait un G7 où les dirigeants sont capables d'interagir, sont capables de se comprendre, sont capables de créer l'ambiance qu'il faut pour obtenir quelque chose. Ce ne sont pas seulement des idées auxquelles on adhère, c'est vraiment une conversation entre des gens qui exercent de grandes responsabilités, mais qui ont chacun leur sensibilité. Et donc beaucoup de choses se jouent dans l'instant. C'est la leçon aussi de Kananaskis, d'une certaine façon. Le président Trump est parti en avance,
Et compte tenu, disons, des différences au sein du groupe, nous n'avons pas négocié de communiqué, nous n'avons négocié que des textes partiels et très opérationnels qui avaient leur intérêt, bien sûr. Mais le résultat, c'est qu'on est tout de suite passé à autre chose. À Biarritz, en 2019, nous avions obtenu des engagements sur un certain nombre de sujets très précis, mais nous avions ajouté à cela une couche de politique, si je puis dire. Nous avions invité le ministre des Affaires étrangères iranien à venir à Biarritz et nous avions lancé la discussion entre Américains et Iraniens, même si elle n'a pas abouti, je dois le dire en toute modestie, à négocier avant qu'il ne soit trop tard. Donc beaucoup peut se passer d'ici Évian en juin que je ne peux pas prédire aujourd'hui. Mais notre objectif, ce sera au fond d'avoir des choses très structurelles qui rassemblent et qui permettent de porter nos grandes priorités et de faire valoir aussi les priorités que nous avons mais que les autres n'ont pas forcément. Je pense par exemple à l'Afrique, au développement des économies africaines, au partage de la valeur entre les économies africaines et les économies européennes, à la nécessité de la solidarité internationale, mais au-delà de ça, au pari que nous, Européens, plus que d'autres, nous avons à faire sur l'Afrique parce que nous sommes proches. Ce propos-là, il n'y a que nous qui pouvons le porter. Donc il faudra démontrer sa validité sur la base de tout ce qu'on a déjà fait, mais il faudra être capable de le prolonger. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, elle aura très certainement à l'actualité internationale, et vous voyez bien dans la multiplicité des crises actuelles, Ukraine, Proche-Orient, Iran, etc., que l'on aura certainement de l'espace pour démontrer notre capacité, encore une fois, à produire du consensus et montrer qu'il sert à quelque chose, pour dire les choses simplement. Merci beaucoup. Je me permets de me tourner vers la salle parce qu'il nous reste une demi-heure et l'enjeu de cette discussion, c'était aussi de pouvoir vraiment recueillir vos questions et de pouvoir avoir un échange direct, ce qui est une occasion assez rare et qu'on doit absolument saisir. Donc je vois plusieurs questions dans la salle. J'en vois une au fond de monsieur là-bas et une juste devant. Alors, je vois monsieur au fond. Voilà. Oui. Ah. Voilà. Je vous en prie. Et ce que je vous propose pour qu'on utilise au mieux cette demi-heure devant nous, c'est qu'on prenne 2 ou 3 questions à chaque fois, ce qui permettra à plusieurs d'entre vous de vous exprimer et de pouvoir répondre. Je vous en prie, monsieur. Et si je peux vous demander simplement de vous présenter en quelques mots et avant votre question. D'accord, bonjour à tout le monde. Merci pour votre présentation et ces explications. Je suis Bill Todonking, franco-camerounais. Je suis dans la vie politique camerounaise et un petit peu de retour en France. Je fais les deux parce que je fais un peu des deux aussi. Bon, ma question est, vous l'aurez compris, très axée Afrique. Et effectivement, vous en avez parlé un petit peu à la fin de votre discussion. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir concrètement, avoir un petit peu un retour de votre part, au niveau politique, donc avoir concrètement votre avis sur, au jour d'aujourd'hui, quel est le bilan du G7 au niveau stratégique, niveau politique, vis-à-vis de l'Afrique, au jour d'aujourd'hui. Donc quel est son bilan, quel est réellement le bilan selon vous au jour d'aujourd'hui, et est-il positif, est-il négatif? Deuxième chose, quelle est la stratégie à venir? Donc qu'est-ce que vous allez mettre en place concrètement? Qu'est-ce qui est prévu dans les années à venir, toujours vis-à-vis de cette partie africaine? Et plus précisément, je parle de la partie franco-africaine subsaharienne. Okay. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. La partie anglophone. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre question. J'ai une question juste devant de monsieur, je vous en prie. Alors, moi, je suis Émeric Laforest. Je suis étudiant en Master 1 d'Histoire militaire et études de défense à Montpellier. Et ma question est la suivante, c'est avec l'anecdote de Trump que vous avez racontée, c'est est-ce que votre métier ne devient pas plus difficile avec le temps? Bonne question. Bonne question. Et une dernière question de madame qui était juste devant. Voilà. Bonjour, je m'appelle... Bon, je me lève pour plus de politesse. Bonjour, je m'appelle Ajara Rama, je suis étudiante marocaine à l'Université Mohamed VI Polytechnique et en échange à Sciences Po Paris. Et ma question est la suivante. Vous avez parlé de déséquilibres mondiaux, notamment dans des régions telles que l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais d'autres régions sont souvent oubliées, notamment je pense à l'Amérique latine et l'Afrique.
Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cette prochaine édition du G7 va plus aller vers ces déséquilibres mondiaux qui touchent notamment ces deux régions, selon moi, qui sont très souvent oubliées dans les discussions qui ressortent? Merci beaucoup. Alors Emmanuel, est-ce que votre métier devient de plus en plus difficile? Le monde est compliqué, ça, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire ça. Le métier de diplomate, comment dire, tout est compliqué. La capacité des diplomates à fabriquer du consensus, donc de la paix, reste entière, je crois. Simplement, nous sommes dans un moment, comme je le suggérais plus tôt, où je crois on a besoin de reparler des règles du jeu pour pouvoir continuer à se comprendre ou à travailler ensemble. Ce qui me frappe encore une fois aujourd'hui, c'est la fragmentation du monde qui s'accélère. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du sommet des BRICS, ou du sommet de l'organisation de Shanghai, pardon, à Pékin. L'organisation de coopération de Shanghai s'est dotée d'une banque de développement. Alors, je ne vais pas être trop technique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de pays se mettent en commun pour prêter de l'argent à des pays qui doivent financer leurs projets, le plus souvent des pays en développement, souvent en Afrique, etc. Cette banque de l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a de bonnes chances pour qu'elle prête en réalité de l'argent chinois sans trop de conditions. Donc on parlait par exemple du Cameroun, s'il s'agit de construire une voie de chemin de fer, ce sera bon, avec des entreprises chinoises, de la main-d'œuvre chinoise, sans trop de regarder quelle est la capacité d'endettement du Cameroun, etc. Si vous prenez la Banque mondiale, qui est historiquement la banque de la communauté internationale pour financer ces projets de développement, mais qui est une banque dans laquelle les Occidentaux ont une voix prépondérante, eh bien elle ne fera pas ça. Elle mesurera la capacité d'endettement, elle vérifiera qu'un certain nombre de critères sociaux, environnementaux, etc. sont respectés. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que d'un côté, vous avez des normes et des standards qui sont les nôtres, mais qui ne sont pas forcément pratiqués par les autres, et vous avez les autres qui arrivent avec leurs propres exigences. Comment on réconcilie tout ça? C'est exactement le sujet de notre G7 l'année prochaine. Et c'est ça le job des diplomates, d'une certaine façon aujourd'hui, au-delà de la résolution des crises et de tout ce qui est nécessaire. Et si on reste dans un cadre G7, le message est toujours le même, c'est d'agréger la masse critique de pays qu'il faut pour, au fond, que nous soyons capables de redéfinir les règles du jeu ensemble. Alors on parle du G7, mais dans le cadre du G20, aujourd'hui, on ne produit plus tellement non plus de règles communes. Le G7 a été créé en temps de crise, après le premier choc pétrolier. Le G20 a été créé en temps de crise, après la crise des subprimes aux États-Unis en 2008. Là, nous sommes dans un moment où tout bouge, mais où, en effet, il faut se retrouver des critères communs. Et c'est très difficile. Je ne sais pas si c'est plus difficile. J'imagine ceux qui ont négocié le traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale ont dû trouver ça très difficile. Mais de fait, il y a une complexité des choses, une technicité des choses, et puis surtout, il y a une multiplicité des acteurs et des intérêts qu'il faut agréger, qui font qu'aujourd'hui, par exemple, aux Nations Unies, on a beaucoup de mal à créer du consensus. Là, dans cette enceinte où tout le monde est. Par exemple, en Corée du Sud, cet été à Busan, nous avons échoué sur un traité universel restreignant l'usage du plastique. Et pourtant, tout le monde sait que nous avons besoin de réduire la production et l'usage du plastique. On parle du plastique dans les océans comme du 6e continent. C'est urgent, c'est vital pour tout le monde. Et pourtant, on n'y est pas arrivé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à surmonter des intérêts qui sont des intérêts puissants, mais qui sont légitimes. Alors, pour répondre aux autres questions en parlant de l'Afrique, je ne crois pas qu'on oublie l'Afrique, en tout cas pas nous, Français. L'Afrique est un sujet majeur, non pas seulement parce que c'est l'Afrique, mais parce que, en termes, disons, géoéconomiques, une bonne partie de l'avenir du monde est en Afrique, dans le dynamisme de l'Afrique, dans sa jeunesse, dans sa capacité de rayonner, et pour nous, Européens, dans sa proximité. Donc ça, nous le prenons en charge depuis de nombreuses années dans le cadre du G7. Est-ce que nous le faisons bien? Est-ce que nous le faisons assez? Je ne sais pas. Mais néanmoins, s'il faut parler de bilan et de perspective, le fait est que nous avons
beaucoup amendé notre pratique pour la rendre beaucoup plus partenariale. Le fait est qu'il y a besoin de faire davantage, mais là encore qu'il y a besoin de savoir sur quelle base nous opérons. Donc, pour reprendre mon exemple précédent des normes et des standards sur la construction d'une voie de chemin de fer au Cameroun, pure hypothèse, le fait est que pour agir valablement, il faut que nous ayons défini des intérêts communs. Exemple, transition climatique. Déclinaison dans le cadre du G7, nous avons monté ce que nous appelons des JETP, des partenariats pour une transition énergétique juste. Ça veut dire qu'avec l'Afrique du Sud, par exemple, avec le Sénégal, autre exemple, nous avons rassemblé les financements qui permettent d'éteindre les centrales au charbon et de passer soit à des centrales à gaz, soit à des énergies vertes. Nous avons la même ambition avec l'Indonésie. Par exemple, sur la question de la déforestation ou de la conservation des puits de carbone, c'est-à-dire ces forêts originelles qui ne doivent pas être détruites sauf à ce que le carbone s'échappe et ne puisse plus être repris, nous avons élaboré avec le Gabon, avec le Congo, avec la RDC, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des pays qui ont cette richesse extraordinaire de forêts tropicales, des modèles qui leur permettent non pas d'être payés pour ne pas exploiter leurs forêts, mais de mettre en place des modèles d'exploitation durable de ces forêts. Voilà, donc ce que nous voulons à travers tout cela, et je pourrais donner d'autres exemples, nous avions organisé à Paris un sommet sur les économies, sur le financement des économies africaines qui avait permis aussi au sein du FMI de libérer beaucoup de ressources pour les banques africaines et donc de faire face aux problèmes financiers du post-Covid. Sur le Covid aussi, nous avions élaboré des schémas en G7 qui permettaient que la production de vaccins se fasse dans les pays africains, directement au profit des populations, etc. Et trouver les instruments pour financer le rachat des licences. Voilà le genre de choses concrètes que l'on peut faire. Mais le concept de base, il est celui d'un intérêt commun, de règles communes qui nous permettent de travailler entre égaux à atteindre un certain nombre d'objectifs précis. Merci beaucoup. Je me permets de retourner vers la salle. Alors, il y a beaucoup de questions. Je vais peut-être prendre une question de ce côté-ci, madame. Et puis après, une question, madame là et monsieur ensuite. Voilà. Je vous en prie. Bonjour monsieur, merci pour votre présence ici. Je m'appelle Anne-Cécile Dupontet, je suis étudiante à Sciences Po Paris en master d'affaires européennes. Et donc, dans votre conférence, vous avez parlé beaucoup de la préparation au G7, comment ça se passait un peu durant les négociations. Moi, ma question porte sur l'après G7, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut prolonger l'impact des décisions qui sont prises durant ces réunions-là. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question là. Je vous en prie, madame. Si vous pouvez vous lever, que les autres puissent voir les personnes qui posent les questions, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Gora Vaguian, je suis arménienne de l'Ukraine. En même temps, je suis étudiante en master de relations internationales et sciences politiques. J'aurais une question à vous poser concernant justement la relation diplomatique entre l'Arménie et la France et justement quel est l'avenir en sachant que l'Arménie elle a commencé à se détacher du système russe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question, monsieur, juste derrière, juste là. Oui, oui bonjour. Je voulais vous poser la question, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que se constitue aujourd'hui un bloc des régimes autoritaires, tel qu'on en a vu la photo à Pékin il y a 2 jours, par rapport à un bloc théorique occidental qui en réalité n'existe plus? Merci. Alors, on va s'arrêter sur ce dernier mot de n'existe plus. Alors, nous existons encore. Et nous avons de l'ambition, nous avons de l'énergie et nous avons beaucoup à donner. C'est une question de confiance en soi, en fait. On a beaucoup écrit, après le Covid, que les autoritaires étaient bien meilleurs dans la gestion de la crise. Poutine, par exemple, se vantait d'avoir le premier vaccin, Spoutnik. Je parie qu'aucun d'entre nous ici n'a voulu être vacciné au Spoutnik. Je crois que la Chine a maintenu le système d'isolement, le système de quarantaine le plus dur et le plus long de nous tous pendant la crise du Covid, jusqu'au moment, au fond,
elle a radicalement changé de pied parce que c'était insoutenable. Ces mêmes pays n'ont pas publié de statistiques véritablement fiables. Donc oui, donc finalement, la leçon, c'est quoi? C'est qu'on ne s'est pas si mal débrouillé. Et on s'est même très bien débrouillé. Et même nous, Européens, en dépit de tous les drames que nous avons vécus dans cette crise, nous avons été capables non seulement de démontrer que nous pouvions traiter la question, mais que nous pouvions le faire ensemble. L'Union européenne, vous savez, dans aucun traité, il n'est marqué que nous devons produire des vaccins ensemble. Néanmoins, la décision que 27 démocraties ensemble, dans le cadre de l'Union européenne, ont prise, c'est de partager le vaccin, sa production et sa distribution, chacun selon ses besoins. C'était une décision extraordinaire. Vous auriez très bien pu imaginer que les Allemands, avec BioNTech, qui ont trouvé le vaccin les premiers, se le gardent pour eux-mêmes. Ils ne l'ont pas fait. Et nous avons été capables d'organiser rapidement la distribution de manière ordonnée au profit de tous nos citoyens. Donc il y a des vertus, disons, à la coopération, à la transparence, au débat démocratique. Après, oui, dans un moment comme celui-là, quand on voit la démonstration de force faite à Pékin, on peut s'inquiéter que dans notre bazar démocratique, on perde la perspective de ce qui est important, qu'on ne soit pas capable d'aller vite alors que tout accélère. Mais enfin, qui a envie de vivre dans un régime autoritaire, de marcher au pas, de se taire, de faire ce qu'on lui dit, etc., dans nos sociétés? Donc, à la fin, la grande question pour nous, c'est comment, de manière démocratique, nous produisons de l'efficacité, nous produisons de l'unité, nous produisons de l'adhésion à ce qui nous est le plus nécessaire. C'est ça la grande question pour un pays comme le nôtre aujourd'hui. C'est vraiment celle de l'unité, parce que tout ce qui se passe autour de nous, d'une certaine façon, est plein d'enjeux, est grave, etc. La guerre est à 2000 km de Paris aujourd'hui. Qui peut prétendre que ça regarde les Ukrainiens seulement? Personne, c'est pas sérieux. Qui peut imaginer que demain Poutine prenne l'Ukraine sans que notre sécurité soit en jeu? Ce n'est pas sérieux. Donc, sur quoi on se met d'accord? Quel est l'effort que nous voulons produire ensemble pour rester dans le jeu? Le président a souvent utilisé le mot de souveraineté, et parfois même celui de souveraineté européenne, pour signaler que nous avons un intérêt commun à porter ensemble. Cet intérêt, cette souveraineté, elle ne veut rien dire d'autre que la capacité que nous avons de décider pour nous-mêmes. Et c'est ça qui est le plus nécessaire, qui nous est le plus vital aujourd'hui. C'est à ça qu'il faut d'abord se consacrer. Parce que, comme je vous le disais précédemment, la politique internationale, c'est de la politique avant toute chose, c'est du rapport de force. On peut avoir de très bonnes idées, de très belles valeurs, etc. Mais à la fin, ce ne sont que nos idées et nos valeurs. Si on veut les faire respecter, il faut qu'on soit fort. C'est ça notre enjeu aujourd'hui. Et c'est donc de ça qu'il faut parler dans le G7, mais aussi dans d'autres enceintes. Pour le faire valablement, il faut démontrer que nous sommes sérieux et que nous sommes capables. Donc nous pouvons le faire sur les sujets de crise. Nous avons tenu il y a 2 jours à Paris une réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine, au cours de laquelle nous avons exposé les moyens de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine pour que plus jamais la Russie ne l'agresse. C'est un risque politique que nous prenons, mais nous avons démontré que nous étions capables de le faire. Ensuite, si on prend nos grandes questions du G7 et si on reparle de l'adhésion nécessaire aux décisions que nous prenons, alors il faut démontrer que ce dont nous parlons au G7 produit des résultats. Encore une fois, il ne s'agit pas seulement de faire une photo. Je prends un exemple, celui des vaccins que j'ai déjà cité, décision du G7 mise en œuvre par l'OMS et un certain nombre d'organisations dédiées. Le résultat se voit sur le terrain. Quand on parle du pacte de Paris pour les peuples et la planète, alors cela produit des effets, parce que les banques de développement des pays du G7 se mettent ensemble, libèrent des fonds pour financer un certain nombre de projets qui correspondent aux critères du pacte. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples, mais par exemple sur le climat, puisque l'on arrive à un moment où il va falloir renouveler nos engagements lors de la COP de Belém au mois de novembre. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous n'atteindrons pas les objectifs de Paris, sauf à corriger très nettement la trajectoire.
Quels moyens on se donne de faire ça aujourd'hui? Donc ce sont des financements, mais là encore, ce sont des normes, des standards, ce sont des groupes d'affinitaires de pays qui sont capables de faire les choses ensemble. Aujourd'hui, si l'on veut corriger la trajectoire des émissions de carbone, on a besoin fondamentalement de deux choses. Que la Chine, et l'Inde, 2, éteignent leurs centrales à charbon. À quelles conditions ils peuvent faire ça? Les Chinois ont atteint le pic de leurs émissions, commencent à baisser. Donc comment développer, encourager, amplifier cette tendance? L'Inde n'a pas encore atteint le pic. À quelles conditions elle peut accélérer? Et donc là, on reparle de financement, on reparle de normes, on reparle de partenariats d'entreprise, etc. Donc c'est tout ça qui fait, au fond, la substance des décisions que nous prenons au G7. Mais au G20, par exemple, aujourd'hui, la réalité, c'est que tout le langage sur le climat que nous avions adopté après la conférence de Paris en 2015, aujourd'hui se délite parce qu'il y a des intérêts pétroliers, des intérêts gaziers, etc., etc. Et donc il y a une première chose à faire qui est de ne pas perdre l'ambition, et une deuxième chose à faire qui est de rassembler davantage et toujours faire la preuve dans la vraie vie, si je puis dire, que ce ne sont pas seulement des affaires de diplomates ou de gens qui négocient des communiqués. C'est que ce qu'on lit dans les communiqués a des conséquences dans la vraie vie. Et donc il faut faire en sorte que les décisions prises tout en haut produisent le plus vite possible des résultats tout en bas. Merci beaucoup. Je me tourne vers la salle peut-être pour une dernière série de questions. Il y a beaucoup de mains, donc désolé, je vais faire forcément des déçus. Mais peut-être au milieu, madame, juste là. Oui. Et puis au fond de la salle, j'ai pris aucune question du fond de la salle, donc monsieur au fond. Oui. Je vous en prie, madame. Bonjour messieurs, pardon, merci. Oui, pardon. Excusez-moi, j'ai oublié de répondre sur la question de l'Arménie et aussi sur celle de l'Amérique latine. Donc, sur l'Amérique latine, je ferai très brièvement la même réponse que sur le reste. Non, l'Amérique latine fait partie de la conversation. La difficulté que l'on a, c'est que celui qui représente le plus souvent l'Amérique latine dans les grands formats internationaux, c'est le Brésil. Mais l'intérêt brésilien, naturellement, n'inclut pas celui de tous les pays latino-américains. Au G20, l'Amérique latine, c'est l'Argentine, le Brésil et le Mexique, même si c'est l'Amérique du Nord, mais il a une sensibilité aux choses de l'Amérique latine qui est un peu particulière. Donc non, nous n'oublions pas l'Amérique latine. Quand nous voulons travailler avec l'Amérique latine, nous le faisons sur des sujets qui sont très substantiels, par exemple sur le climat. Et la question de l'Amazonie est une question extrêmement sensible pour les Brésiliens, parce qu'on parle de leur territoire national. Et évidemment, il n'y a pas de solution dans la lutte contre le changement climatique si le Brésil ne contribue pas en préservant l'Amazonie, etc. Donc il faut, là encore, pouvoir vérifier dans les projets que l'on met en œuvre que l'on est capable de faire les choses. Vous voyez bien le débat actuel dans notre pays sur l'opportunité ou pas de signer l'accord entre l'UE et le Mercosur, qui est le principal bloc économique d'Amérique latine. Ça se discute, mais le fait est que nous avons besoin, je crois que vous avez raison, de densifier notre projection vers l'Amérique latine, parce que là encore, pendant que nous nous posons toutes sortes de questions, les autres accélèrent, ils ne nous attendent pas. Et c'est vrai pour beaucoup de régions du monde aujourd'hui. Vous voyez, là aussi où le G7 était prescripteur dans les années 70, parce qu'il avait la technologie, l'industrie, etc. Aujourd'hui, nous avons à apprendre de beaucoup de pays. Prenez à nouveau le domaine des véhicules électriques. Ce n'est pas seulement que les Chinois ont copié des modèles de production européens, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pris de l'avance sur ces modèles-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire ensuite en termes de partenariat? Ça se résout notamment en ouvrant des marchés en Amérique latine aux compagnies européennes, mais aussi en partageant des normes et des standards, et on retrouve le même propos que je vous donnais précédemment. Sur l'Arménie, la France a quelques passions. L'Arménie en est une. Et pour des raisons qui sont extrêmement sensibles. La France a un souvenir de l'Arménie, du génocide qui l'a marqué. La France se rappelle des Arméniens qui sont arrivés à Marseille en 1915. Et donc tout ça fait partie de nous aujourd'hui. Donc nos positions, quand on parle de l'Arménie, du Caucase, prennent en compte cette sensibilité qui est une sensibilité nationale. Mais là encore, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et il y a quelques autres passions, je vous rassure.
pourrais citer le Liban, puisqu'il a été dit que j'avais servi là-bas. Maintenant, la nécessité reste la même de démontrer que nous sommes des acteurs pertinents aujourd'hui pour ces amis de toujours. Et donc c'est ce que nous faisons en encourageant l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et en jouant tout notre rôle au service, au fond, de l'intégrité territoriale de l'Arménie et en faisant en sorte qu'elle puisse rentrer dans un ensemble de coopération régionale qui la consolide. Merci. J'ai coupé quelqu'un tout à l'heure, mais... Non, il nous reste quelques minutes, donc je vous demanderai simplement de faire bref, mais je vous en prie. Je vais essayer d'être très succincte. Merci, messieurs, pour ce débat. J'ai été très intéressée par le premier dessin que vous avez fait des axes prioritaires de la présidence française du G7 en 2026, notamment parce que je commence une alternance à la fin du mois de septembre au sein de la mission G7. J'aimerais savoir comment, j'étais particulièrement intéressée par la question des membres associés, notamment les BRICS, comment on arrive à faire valoir l'intérêt de la résorption des déséquilibres mondiaux qui sont finalement, dans une certaine mesure, en leur faveur. Comment on arrive à être crédible là-dessus? Et j'aimerais bien, si possible, que vous évoquiez la question notamment de la réforme du système financier international, du FMI et de la Banque mondiale, qui ne sont pas forcément représentatifs aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Avec une dernière question au fond, et ensuite on a 3 minutes pour aborder ces sujets faciles. Monsieur, je vous en prie. Donc bonjour, merci beaucoup pour votre temps. Donc je suis un étudiant à l'UEP de Toulouse et j'ai un intérêt dans le futur à travailler dans l'Union européenne. Ma question est la suivante. Comme vous avez dit au début, l'Union européenne joue avec des règles un peu différentes et produit peu et consomme très peu par rapport à la Chine et les États-Unis notamment. Donc ma question est, à votre avis, il est possible de rattraper le retard et d'être plus influent au G7 et du coup que le G7 soit plus influent dans le futur? Merci. Merci beaucoup. Alors pour cette question-là, je dirais que le point essentiel pour l'Europe, c'est qu'elle n'investit pas assez. Et c'est totalement jouable. Et on prend toutes les décisions qu'il faut pour le faire aujourd'hui. Mais l'Union européenne, ce n'est pas un pays, c'est une union. Donc il y a à approfondir notre Union européenne. Si, par exemple, aujourd'hui, vous avez à peu près... je ne vais pas vous dire de bêtises, mais vous avez l'essentiel de l'épargne européenne qui s'investit aux États-Unis. Pas normal. L'argent que l'on met de côté, il pourrait très bien aller dans nos économies nationales. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tout simplement, notre union bancaire n'est pas complète. Donc si vous allez voir votre banque, aujourd'hui, elle vous proposera sans doute d'investir dans des produits français, européens, français, américains, etc. Mais vous n'avez pas d'accès direct, simple, etc. aux produits qui sont disponibles partout dans l'Union européenne. Donc ça, nous avons la capacité, nous avons les moyens, nous sommes capables de refaire nos forces. Donc il nous faut pour ça des lignes directrices très, très simples, très mobilisatrices. Je crois que nous les avons aujourd'hui, par exemple dans le domaine de la défense, par exemple dans le domaine de la tech, par exemple dans le domaine de la transition verte. Mais il nous faut accélérer. Et pour l'Union européenne comme pour notre pays, nous sommes vraiment à un moment make or break. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Mais il faut non seulement, disons, être exigeant à l'égard des autres, on a beaucoup parlé des Chinois ou des Américains, mais il faut être nous-mêmes capables de faire l'effort aujourd'hui et de savoir que notre première nécessité, c'est de réinvestir et de consacrer nos forces à ça, à investir dans ce qui demain nous rendra forts et nous permettra de rester dans la mêlée mondiale, comme disait Hubert Védrine. Sur tout le reste, que l'on a évoqué très rapidement, bon, les déséquilibres mondiaux, on peut, si la Chine ne joue pas le jeu, c'est plus difficile d'en parler, puisqu'elle est la première ou la deuxième économie mondiale et elle est extrêmement exportatrice. Néanmoins, on peut toujours rechercher le consensus point par point. Que ce soit sur un certain nombre de technologies, sur les règles du commerce. Et si la Chine ne joue pas le jeu, néanmoins, un certain nombre d'autres grands pays sont intéressés à la conversation, comme l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, qui sont des pays qui continuent d'accélérer. Et donc, c'est avec eux tous, qu'il faut pouvoir lancer le débat sur les déséquilibres mondiaux. Mais là encore, nous n'y parviendrons que si nous-mêmes nous faisons ce qui est nécessaire pour la relance de nos économies. C'est-à-dire nous le ferons d'autant mieux que nous serons capables de nous imposer dans ce jeu. Le pire serait, au fond, que les décisions soient prises par d'autres. Et donc notre méthode à nous,
elle est d'exercer notre souveraineté, comme je vous le disais, de la manière la plus partenariale possible, sur la base de règles qui nous bénéficient évidemment. L'intérêt national est quand même l'objectif premier d'un diplomate, mais nous bénéficie en même temps qu'elle bénéficie aux autres. Merci infiniment. Merci Emmanuel. Merci à vous. Et bonne journée à tous.